Mais quand on voit la gestion calamiteuse au niveau des allocations familiales... La Belgique vient de se faire épingler par l'Europe pour déficit public excessif. La première... Aujourd'hui, on a un État qui coûte trop cher. Je vous donne un simple exemple, les allocations familiales. Les clés. Marie Van Kutsem. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, sur la table, un sujet chargé politiquement, socialement aussi, la question des allocations familiales. Faut-il maintenir les montants et le système tels qu'ils existent aujourd'hui ? En région Wallonne, le MR l'affirme, il va falloir lever le tabou. On est plus frileux par contre du côté des engagés. Dans cette émission, on va revenir sur ce dispositif, comprendre comment il fonctionne, comment on le finance, ce qu'il charrie comme vision de la société, ce qu'il est devenu aussi depuis sa régionalisation et ses différentes réformes. Bienvenue dans les clés. La première, les clés. Est-ce qu'on doit continuer à financer des allocations familiales quand on a plus de 4 enfants, par exemple ? C'est une vraie question aujourd'hui. On commence à 4, on va réduire à 3, à 2 ? Mais non, il faut préserver les allocations familiales. C'est un vrai soutien nécessaire aux familles. Mais à un moment donné, quand vous avez plus de 4 enfants, c'est un choix personnel. Est-ce que l'État, et c'est ça la question qui se cache derrière, est-ce que l'État doit systématiquement assumer vos choix personnels ? C'est ça le vrai sujet aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment donné, quand vous posez des choix, si vous les posez en connaissance de cause, est-ce qu'à un moment donné, vous ne devez pas un peu plus les assumer vous-même ? Lors de cette interview du président du MR, nous sommes en mars 2025. Georges-Louis Boucher ouvre une porte. Ne faudrait-il pas réviser le système des allocations familiales qui, selon lui, coûte cher à la région Wallonne ? On parle de 3 milliards d'euros sur un budget total pour la région de 22 milliards. Or, ce budget, la majorité le répète, il n'est pas en forme. Il va falloir trouver des sous. Le vice-président Pierre-Yves Géollet ne s'en cache pas. On est dans une situation budgétaire compliquée. Alors moi, j'entends bien, il ne faut pas toucher aux allocations familiales. Il faut des cantines scolaires gratuites. Il faut des bus gratuits. Il faut des trains gratuits. Il ne faut pas supprimer les allocations de chômage dans le temps. Comment va-t-on financer tout ça ? À un moment donné, vous savez, la gauche, elle croit toujours que l'État... c'est mieux ce que vous devez faire avec votre argent. À un moment donné, ça suffit. La date du 29 septembre approche. Le 29 septembre, c'est le début du conclave budgétaire wallon. Mi-septembre, une retranscription d'une réunion OMR fuite. Le VIF publie les propos de Georges-Louis Boucher. Je veux bien qu'on m'explique tout ce qu'on veut. Prenons les allocations familiales, par exemple. Figurez-vous qu'on va être obligé d'y toucher dans le budget wallon. Donc, j'essaye de préparer l'état d'esprit et de tester un peu les idées. Crispation. Le sujet est délicat. Le système des allocations familiales soutient toutes les familles et y toucher, c'est briser un tabou. Les engagés partenaires du MR à la région mettent leurs limites tout en nuançant, comme ici avec François Dequesne, vice-président. C'est une politique fondamentale pour les familles. C'est très clair, donc ce n'est pas un débat sur la table du gouvernement, il n'est pas question de réduire les allocations familiales, et singulièrement parce que pour un tiers des familles, c'est un moyen utile de lutter contre la pauvreté infantile. Aujourd'hui, le risque pour les enfants d'être en situation de privation, ça concerne 1 enfant sur 3 en Wallonie, et la politique qui est menée dans les allocations familiales et les allocations supplémentaires sont évidemment un élément absolument nécessaire pour répondre à cet enjeu. Par ailleurs, nous avons un accord de gouvernement qui, sur une page, explique ce que nous souhaitons faire pour optimiser le système des allocations familiales. Optimiser le système. Optimiser, c'est un mot qui revient aussi dans la bouche de Pierre-Yves Géollet. Alors quand j'entends on va supprimer les allocations familiales, il faut évidemment rassurer les allocations familiales. Il n'est pas question de les supprimer. Dans la déclaration de politique régionale, on parle aussi d'optimisation de la perception des allocations familiales. Et donc il y a différents scénarios qui peuvent être sur la table, mais je ne compte pas non plus faire le conclave budgétaire ici sur le plateau de la RTBF. Dans l'opposition, l'arrivée de ce sujet sur la table passe mal. Il n'y a eu aucune annonce de ce type lors de la campagne électorale. Stéphane Azé, écolo. Et donc, on a maintenant des partis qui découvrent qu'il faudrait toucher aux allocations familiales alors qu'ils n'ont rien annoncé de cette couleur-là. Ils se faisaient fort de baisser les taxes, mais qu'est-ce que c'est que ce message de baisser les taxes pour
souvent les très grands patrimoines, pour ensuite venir demander 10, 15, 30, 50 ou 100 euros à des familles qui parfois ont du mal. On nous dit que la situation budgétaire est très critique, et elle l'est, et ça demande un travail par rapport à ça. Mais ce gouvernement, depuis un an, l'a dégradé. Il n'est pas le seul à réagir. La Ligue des familles, par la voix de sa présidente, Madeleine Guillot, est vent debout. Non, ce n'est effectivement pas du tout une piste acceptable pour nous. Donc en fait, on reviendrait en fait à un système un peu à l'ancienne, de politique nataliste, où l'État va vouloir d'une manière ou d'une autre soit favoriser, soit défavoriser les naissances. Ici, on parle à partir de 3 enfants, ça ne serait plus acceptable, et donc on pénaliserait en fait ces familles-là. Mais si on doit encore faire des coupes budgétaires supplémentaires, ce sera peut-être à partir de 2 enfants, à partir de 1 enfant. Et cette option-là, précisément, elle est vue d'un mauvais œil, car au nom de quoi pénaliser les familles en fonction du nombre de leurs enfants ? Ce n'est, cela dit, pas la seule piste qui permettrait de faire baisser la facture wallonne sur ce sujet, et nous allons en discuter aujourd'hui. On en discute en effet avec notre invité, c'est Maxime Fontaine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en finances publiques à l'ULB, expert sur la question des allocations familiales. C'est un peu votre dada, je pense. Alors avant d'aborder les potentiels changements, on va surtout revenir sur les bases, parce que c'est aussi la vocation des clés, bien comprendre d'où l'on vient. Petit retour en arrière pour commencer. Comment ce système des allocations familiales, il est né en Belgique ? Alors les allocations familiales, c'est une des prestations sociales les plus anciennes. Donc elles naissent au début du XXe siècle, donc il y a déjà plus de 100 ans. C'est une initiative plutôt des employeurs. Donc, ce qui est assez amusant aussi, c'est que ça va viser les familles nombreuses. Donc, quand on entend ici qu'on voudrait stopper à partir de 3 enfants ou à partir de 4 enfants, à la base, c'est le contraire. Donc, c'est-à-dire qu'on va justement donner des allocations familiales aux familles nombreuses pour s'assurer que ces familles puissent vivre dans des conditions plus ou moins décentes. Alors, il y a un volet charité chrétienne pour s'assurer que les ouvriers soient quand même bien traités, mais les employeurs ont surtout en tête l'idée faire de la main-d'œuvre. Voilà, de s'assurer qu'il y ait une main-d'œuvre qui existe et de s'assurer aussi de ne pas devoir augmenter les salaires. Donc ici, c'est l'employeur qui décide d'offrir de lui-même une aide à ses travailleurs sans augmenter tout le monde. Donc on est vraiment dans l'exact exemple contraire. Alors que ça, c'est vraiment les toutes bases du système. Une étape très importante, c'est celle de la régionalisation qui date d'il y a quelques années, on va bien entendu y revenir. Mais est-ce qu'avant cela, il y a eu des évolutions notables dans le système ? Oui. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que le système va être étendu progressivement, va être rendu obligatoire, et alors va intégrer la sécurité sociale, comme on la connaît à partir de 1944. Donc là, ça devient une des 5 branches, donc avec la santé, avec les pensions, le chômage. Et donc, à ce moment-là, ça prend toutes les caractéristiques d'une gestion de la sécurité sociale, qui se fait par un financement via les cotisations, qui se fait dans un cadre de gestion paritaire, donc c'est-à-dire que les employeurs et les syndicats sont associés à l'organisation du paiement, etc., des allocations familiales, et alors avec une solidarité entre les gens qui ont des enfants et des gens qui n'ont pas d'enfants, et avec les enfants les plus pauvres et les enfants les moins pauvres. Oui, donc ça c'est un peu l'état d'esprit effectivement. Est-ce qu'on passe à la régionalisation ou bien est-ce que vous identifiez encore des étapes qu'il faut absolument rappeler ici avant cette régionalisation ? Donc ce qui va se passer dans un premier temps, donc c'est fort lié aux personnes qui travaillent. Progressivement, ça va s'ouvrir à peu près tout le monde. Donc ça c'est vraiment une tendance lourde. On va rajouter un certain nombre de suppléments. Donc on va rajouter des financements qui vont faire que on ne parle plus d'allocation familiale mais de prestations familiales parce que on a un certain nombre de suppléments, des allocations de naissance, ces genres de choses qui vont venir se rajouter. Et puis, à partir de 1980, il y a une réflexion qui devient plus communautaire. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on décide que la politique familiale va être transférée aux communauté. Et donc, à ce moment-là, est-ce que les allocations familiales font partie de la politique familiale ? Oui, non, sachant qu'elles font partie de la sécurité sociale, qui, elle, par contre, n'est pas transférée. Et donc, tout ça va créer débat. Et puis, à partir de 1999, là, on a une résolution du Parlement flamand où tous les partis, à l'exception de Groen, disent qu'il faut faire un transfert.
Et donc, à ce moment-là, on va avoir un chemin qui va se développer jusqu'à 2011 avec un certain accord, puis 2014 avec le fait d'acter ce transfert, et puis ensuite un certain nombre de reprises des compétences et de réformes en 2019 et 2020. Donc si on a régionalisé cette matière, si on a fait un transfert de compétences, c'est parce que la Flandre le voulait. Ah, ça c'est sûr qu'en tout cas, les francophones, que ça soit à Bruxelles ou que ça soit en région wallonne, n'étaient pas demandeurs de ce transfert-là. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour les régions, ça ? Ça va avoir le fait qu'en 2015, elles récupèrent théoriquement 6,5 milliards de dépenses qu'elles doivent gérer. Et donc, à ce moment-là, chaque entité va commencer à faire son propre système, avec quelques difficultés aussi, parce qu'à Bruxelles, par exemple, est-ce qu'il faut se déclarer flamand ou francophone, néerlandophone ou francophone ? Évidemment, ça cause problème. Donc là, il y a le transfert à la commission communautaire commune, qui va gérer les allocations familiales pour tous les Bruxellois. Puis ensuite, on a la communauté germanophone qui récupère aussi les compétences en tant que communauté. Mais du coup, on se retrouve avec une communauté française qui est uniquement sur le territoire de la région wallonne, sans la communauté germanophone. Et donc, c'est la région wallonne qui récupère ces compétences-là. Et donc, on se retrouve avec 4 systèmes qui vont devoir se mettre en place, avec une réflexion de quel système on veut. Et alors, il y a dans un premier temps, la Flandre et la communauté germanophone en 2017 qui portent une réforme sur leur sol. Et ensuite, Bruxelles et la région wallonne en 2020. On touche ici à toute la complexité de notre système belge, évidemment. Les régions vont engager des réformes de leur système d'allocation. Qu'est-ce qui les différencie aujourd'hui, ces systèmes, si on fait une sorte d'état des lieux de la manière dont ces allocations familiales existent dans notre pays aujourd'hui ? Et peut-être avant de qu'est-ce qui les différencie, qu'est-ce qui les rassemble, je dirais. Oui. Parce qu'il y a quand même, je pense que les points centraux font quand même que ces réformes se ressemblent pour une partie. C'est que, avant, comme je l'ai dit, les allocations familiales sont pensées pour les familles nombreuses, et donc dans une politique à la fois pour l'employeur, mais aussi pour l'État, qui est relativement content qu'il y ait de plus en plus de Belges. Et cette politique nataliste va être continuée ensuite, après l'intégration dans la Sécu, et on va avoir ce qu'on appelle le rang, donc, c'est-à-dire que le premier enfant va recevoir une somme, si vous voulez, le deuxième va recevoir une somme plus élevée, le troisième encore plus élevée. Et donc, évidemment, ça vous pousse à faire de plus en plus d'enfants, puisque vous recevez de plus en plus d'argent, au plus en plus vous vous en faites. Ça, c'est quelque chose que les 4 entités concernées ici disent stop. Elles disent, voilà, on est en 2019-2020, ça n'a plus de sens, donc on ne veut plus ça. Donc ça, c'est la première chose, c'est que maintenant, chaque enfant va recevoir la même somme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est qu'avant, il y avait des suppléments sociaux qui ont été mis en place pour les familles les plus précarisées, et à l'époque, on avait réfléchi à ça en termes de statut. Donc, vous êtes chômeur, par exemple, a priori, vous êtes précarisé, donc vous allez recevoir un supplément pour vos enfants. Maintenant, on décide de mettre ça sur le côté, et on décide de dire, maintenant, on va faire un lien avec le revenu. Donc, si vous êtes pauvre en termes de revenus, vous allez recevoir un supplément social, avec une déclinaison un peu différente en fonction de chaque région, mais c'est le principe. Et donc, c'est plus lié au statut, c'est lié au revenu. Ça, c'est les 2 points qui, je dirais, créent le système dans les 4 entités. Après, chaque entité, en fonction de sa politique intérieure, donc, et disons-le clairement, plus ou moins à droite ou plus ou moins à gauche. C'est l'orientation politique. Voilà, les orientations politique va décider de mener des politiques qui sont plutôt concentrées sur un enfant égale un enfant, en favorisant du coup les classes moyennes, c'est-à-dire que vous êtes à la fois plus précarisé, plus riche, vous recevez une somme qui est assez élevée pour chaque enfant, ça c'est le cas de la Flandre, avec des suppléments du coup qui sont un petit peu plus faibles, et alors vous avez le cas de la région wallonne et à Bruxelles aussi, à l'inverse, où on va fort se concentrer sur les suppléments, donc c'est-à-dire sur les suppléments sociaux, essayer de mettre des montants plus élevés, quitte à avoir, en première année en tout cas, des montants de base, comme on dit, donc chaque enfant a la même chose qui est plus faible. Alors, ça, c'est en temps zéro, donc c'est-à-dire c'est quand on lance la réforme. Après, il y a des éléments qu'il faut prendre en compte absolument, c'est comment est-ce qu'on va indexer ces montants qu'on a donnés à chacun. Et c'est là que c'est très très intéressant de voir que la Wallonie et Bruxelles ont choisi d'indexer sur l'indice santé, donc comme les fonctionnaires, comme les pensions, ce genre de choses-là. Et donc on a une indexation qui va suivre le coût de la vie, et donc les familles... Et donc qui a été assez importante ces dernières années. C'est net, voilà. Et on sait aussi, on a eu une grosse crise inflationniste, les 2 entités ont dû augmenter fortement
Oui, on parle de 500 millions en plus pour la région wallonne. La Flandre n'a pas fait ce choix-là. Donc la Flandre a décidé d'indexer comme bon lui semblait. Donc d'abord 2%, puis 0, puis 1, puis 2, etc. Et donc elle choisit un petit peu. Donc elle a beaucoup plus lissé. Donc ça veut dire que le coût des allocations familiales, en réalité, en Flandre, a augmenté beaucoup moins vite, alors que le montant de base était plus élevé. Donc ça, c'est déjà un point. Et alors, le dernier point, je pense, qui est tout à fait central et qui concerne les familles au premier chef, parce que ça, je pense qu'elles l'ont senti passer pour certaines, c'est qu'il y a eu le choix de créer un seul système ou de dire l'ancien système qui prévalait, donc les enfants nés avant 2019-2020, restent dans l'ancien système et les nouveaux rentrent dans le nouveau système. Et donc, on a Bruxelles qui a choisi de mettre tout le monde dans le nouveau système, alors que les deux autres ont choisi de mettre partie dans l'ancien système, partie dans le nouveau système. Sauf qu'avant, vous vous rappelez, il y a un principe de rang. Donc ça veut dire, si vous êtes le troisième enfant ou le premier enfant, vous touchez pas du tout la même chose. Ouais, et donc, ce qui fait que vous avez votre premier enfant qui touche assez peu dans l'ancien système, qui aurait dû toucher plus puisqu'il est deuxième dans le rang s'il était resté dans l'ancien système. Mais en Flandre et en région wallonne, cet enfant rentre dans le nouveau système où les montants en moyenne sont plus bas que le rang 2 et le rang 3. Et donc, ces familles-là perdent deux fois, à la fois sur le premier parce qu'il n'est pas dans le nouveau système, donc il n'est pas plus élevé, et dans le deuxième parce qu'il est moins élevé que dans le premier système. Alors qu'à Bruxelles, on a basculé tout le monde dans le nouveau système et on a même fait mieux. On a dit ceux qui perdraient dans le nouveau système, on leur laisse l'argent qu'ils avaient dans l'ancien système. Je vous vois sourire. Je souris aussi, parce qu'on sent ici aussi toute la complexité du modèle et de la coexistence des modèles également. La Belgique n'est pas le seul pays à soutenir les familles via des allocations familiales, mais on va l'entendre avec Sarah Pousset, les systèmes diffèrent. On va faire un petit tour d'horizon avec elle. Tous les pays de l'Union européenne proposent un système d'allocation familiale. Sauf que les montants et les formules varient. Certains pays offrent des primes, alors que d'autres jouent plutôt sur l'axe fiscal, des aides pour la crèche, pour le logement, etc. Et puis bien sûr, les montants en tant que tels sont proportionnels au niveau de vie des pays concernés. Et si on les compare en se basant sur les données d'Eurostat pour 2022, c'est le Luxembourg qui dépense le plus pour soutenir ses familles avec plus de 3 700 € d'allocation familiale par personne par an. Suivent ensuite les pays nordiques comme la Norvège, le Danemark ou l'Islande avec environ 1 900 € contre 830 € en moyenne en Europe. En revanche, les pays qui dépensent le moins, avec un peu plus de 200 € d'aide, sont la Grèce, Chypre et la Bulgarie. En plus de 10 ans, les aides aux familles en Europe ont augmenté de 40%. Mais dans certains pays comme la Hongrie ou la Pologne, cette proportion est encore plus importante pour encourager la natalité et la vision traditionnelle de la famille prônée par le gouvernement. Depuis l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni, l'Italie suit d'ailleurs cette trajectoire en concentrant de nombreuses aides uniquement sur les familles nombreuses, comme la gratuité des crèches. Mais alors, si on sort de l'Europe, là aussi on trouve des systèmes d'aide. Au Japon, en Corée, au Canada ou en Australie, on est face à des systèmes assez similaires aux nôtres, avec des primes importantes basées notamment sur le nombre d'enfants et le revenu des parents. Aux États-Unis, pas d'allocation familiale, mais plutôt un crédit impôt. En fonction du nombre d'enfants, un montant est déduit des impôts annuels. Et puis enfin, une série de pays un peu moins riches axent leurs aides familiales vers les ménages les plus pauvres. C'est le cas en Afrique du Sud, en Turquie ou en Amérique latine. Au Brésil et en Argentine, par exemple, des programmes spécifiques ont été créés pour encourager l'éducation des enfants. S'ils sont scolarisés et vaccinés, alors les familles sont aidées financièrement. Maxime Fontaine. Alors, on l'a dit, un sujet assez tabou touché aux allocations familiales, notamment parce que c'est chargé idéologiquement. Et c'est vrai que selon les systèmes, on distingue bien cette vision idéologique derrière. Par exemple, et Sarah vient d'en parler, comme en Italie, où on soutient les familles nombreuses de la part d'un gouvernement d'extrême droite, ça veut dire quelque chose.
Oui, ça c'est clair. Mais il y a à la fois l'orientation politique qui veut pousser, par exemple, voilà, comme on l'a vu, à une politique plus ou moins nataliste. On a aussi des systèmes qui fonctionnent différemment. On sait que dans les pays du Sud, il y a de nombreuses études qui ont montré qu'il y a une vision plus familiale des choses aussi. Et donc, la manière dont on accorde les allocations sociales, ça se passe différemment. En Grèce, par exemple, avant, on avait un système de pension qui était très très élevé, mais avec une redistribution ensuite des grands-parents vers les petits-enfants, qui faisait que les allocations familiales devaient être potentiellement moins développées parce que c'est un système qui fonctionnait plus familialement. Et là, on dézoome un petit peu. Voilà, et donc il faut faire très très attention quand on compare entre pays, même ici quand on compare entre régions. J'ai dit que la Flandre avait limité un certain nombre d'aides, ce qui est vrai, si on prend les allocations familiales stricto sensu, mais elle a intégré ça dans un gros paquet qui était un espèce de paquet plus large avec aussi l'école, les crèches, etc. Et donc si vous avez par exemple moins de crèches à payer, moins d'écoles à payer, si les allocations familiales sont plus faibles, ça peut même être quelque chose de mieux. Donc vous voyez, il faut vraiment faire attention, mais en tout cas c'est sûr que ça traduit à la fois une organisation de l'État et ça traduit une orientation politique, aller dans un sens ou dans un autre sens. Et du coup, chez nous, quand le Parti libéral suggère plutôt de supprimer les allocations pour un 4e enfant et les éventuels suivants, ça veut dire quoi politiquement ? C'est plutôt une politique dénataliste alors ? Ou, enfin, si vous faites plus de 3 enfants, ça veut dire que vous êtes hors du cadre ? Je pense que c'est compliqué, c'est un choix politique de recadrement, un petit peu comme le chômage. Donc on décide à un moment donné, on dit voilà, c'est une forme de sécurité sociale qui doit s'appliquer pour les personnes concernées par certaines choses, mais il faut mettre une limite. Alors après, l'objectif du chômage, c'est de remettre les gens au travail, de dire après 2 ans, normalement, ils ont eu le temps de retrouver du travail, donc moi je décide que c'est fini. Par contre, sur les allocations familiales, on voit un petit peu moins, parce que pourquoi par exemple après le 4e enfant, pourquoi après le 3e enfant, pourquoi après le 5e enfant, qu'est-ce qui serait un peu la limite, quelle serait la partie choix? On sait aussi, il peut y avoir des heureux ou malheureux accidents qui fait que voilà, un enfant arrive, qu'est-ce que cette personne est responsable de ça? Est-ce que tout est vraiment choix? Est-ce qu'il y a est-ce qu'on vit certains types de familles? Voilà, il y a vraiment, moi je pense que c'est pas si simple et il faudrait voir ce que ça traduit dans le chef de Georges-Louis Boucher de proposer cela. On va continuer à parcourir les différents scénarios qui pourraient arriver sur la table pour la réforme. Donc stopper les allocations à partir du 4e enfant, on en a parlé. Autre piste, la précarité comme indicateur, aider uniquement les familles les plus précarisées. Donc ça, c'est une façon de faire qu'on retrouve en France, si je me trompe pas. Voilà, on va venir soutenir uniquement les familles qui sont en dessous d'un certain niveau de revenus. Mais ça, imaginons qu'on impose ça chez nous. Est-ce que ça ne va pas changer l'esprit du système? Chez nous, un enfant égale un enfant. C'est un soutien à l'enfance en général, en fait, les allocations familiales. J'ai une double réponse, mais la première réponse, c'est qu'effectivement, avant, ça faisait partie de la sécurité sociale. Donc, c'était une assurance sociale. Tout le monde qui cotisait y avait droit. Bon, maintenant, ça a été transféré. Donc, ça, c'est financé par une dotation, donc c'est chaque entité qui décide, c'est plus lié aux travailleurs. Donc déjà, ça, ils pourraient le faire. Après, il y a aussi le fait que la Belgique est un pays, effectivement, avec une certaine ascendance chrétienne qui est probablement plus fort qu'en France en termes de séparation. En Belgique, c'est vrai qu'il y a ce côté fort, un enfant égale un enfant, et c'est ce qui a prévalu aussi dans les différentes réformes, c'est que on n'a pas misé effectivement directement sur les plus pauvres, et on a décidé d'avoir une base pour tout le monde. Après, il y a plusieurs autres solutions qui se posent et liées à ça. C'est vrai que aujourd'hui, il y a des mécanismes de type est-ce qu'on n'indexerait plus les allocations familiales pendant 1 an, 2 ans, 3 ans? Ça aussi, c'est une des pistes qui est sur la table. C'est une des pistes. Ce serait assez indolore puisque personne ne le verrait. En tout cas, politiquement, personne ne le verrait. Par contre, pour les familles, il y a de nombreuses études qui montrent que sur les familles pauvres, ça aurait des conséquences assez fortes. Mais c'est vrai que d'un point de vue politique, on ne verrait pas très bien la différence. Si je touche 300 € cette année, 300 € l'année prochaine, il n'y a pas de quoi se plaindre trop fortement. Et là, on pourrait aussi jouer sur le fait qu'il y a une
allocation de base et qu'il y a des suppléments. Donc si on dit l'allocation de base, on la bloque pendant 5 ans, les suppléments... C'est ça, là on n'indexe plus, mais par contre on indexe les suppléments. Exactement, ça ce serait une manière de faire un petit peu un mix, si on veut, entre le côté on ne donne plus rien aux personnes qui gagneraient 5 000 € chaque mois. Par contre, on continuerait à donner, mais ça n'évoluerait plus. Par contre, les familles pauvres continueraient à recevoir des suppléments qui deviendraient de plus en plus élevés. Voilà. C'est sa solution probablement plus consensuelle. Vous avez l'impression que c'est ça qui va arriver sur la table ? Je ne sais pas, mais en tout cas, évidemment, ça dépend aussi. Moi, je pense que le point central ici, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec les allocations en tant que telles. Est-ce qu'on veut lutter contre la pauvreté infantile ? Est-ce qu'on veut assurer que avoir un enfant n'a pas de conséquences financières pour les familles ? Voilà, c'est deux choses, par exemple, différentes. Donc il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut en faire, et en fonction de ce qu'on veut en faire, il y a des bonnes réformes, il y a des mauvaises réformes. Si maintenant vous retirez les allocations familiales aux plus riches qui payent aussi des impôts et qui participent, etc., peut-être qu'à un moment donné, ils vont se dire, les soins de santé, c'est pour tout le monde, les pensions sont plafonné, le chômage est plafonné, je touche plus les allocations familiales, et il y aura peut-être un peu, comme on a entendu en France, des gens qui disent, moi je veux plus payer d'impôts, je veux quitter la France, ou ce genre de choses-là. Oui, c'est ça, c'est de nouveau une vision de société, Exactement. en fait, qu'il faut choisir et mettre sur la table. On va aussi s'attarder, il nous reste 2 minutes, sur la fiscalité. Maxime Fontaine, vous dites, là il y a aussi un vrai terrain à explorer. Voilà. Moi je pense que ça c'est vraiment un terrain qu'il faudrait aller creuser, c'est-à-dire qu'on pourrait trouver un mix de tout ce que je viens de dire en fiscalisant les allocations familiales. Et donc là, qu'est-ce qui se passerait ? Toutes les familles continueraient à toucher les allocations familiales qu'elles touchent, donc on est content, chaque mois on reçoit une somme. Par contre, à la fin de l'année, on les intégrerait dans ces revenus, et donc si vous avez des très faibles revenus et que vous ne payez pas d'impôts ou presque pas d'impôts, vous serez pas imposé ou presque pas imposé sur ce que vous avez reçu. À l'inverse, si vous faites partie des plus aisés, vous avez un taux marginal de l'impôt à 50%, vous payerez sur les allocations familiales que vous avez reçues 50% d'impôts. Donc c'est une façon que tout le monde reçoive toujours, mais que en réalité le coût soit beaucoup moins élevé et que les plus riches payent plus que les plus pauvres. Ça vous paraît être une solution qui viendrait finalement marier un peu les différentes pistes qu'on a évoquées et qui permettrait d'être plus juste ? Est-ce qu'on peut parler de ça ? Non, moi je parle pas ici de justice parce que c'est pas mon rôle. C'est ici l'idée de dire, quand on sent les différentes tendances, c'est quelque chose qui pourrait peut-être répondre un petit peu à toutes, pas à toutes sûrement, avec des difficultés. À Bruxelles, il faudrait que la COCOM transfère ses compétences à la région. La communauté germanophone ne peut pas lever l'impôt. Il y a plein de soucis qui se poseraient, mais qui sont à mon avis solvables. Mais voilà, ce serait peut-être une manière de répondre à certains questionnements. Si réforme du système il y a pour diminuer le budget qui est alloué aux allocations familiales, on aura donc plusieurs pistes à explorer. Jouer sur le nombre d'enfants, sur l'indexation, sur la fiscalité, etc. Ce qu'on a pu en tout cas comprendre dans cette émission, c'est que la question des allocations familiales révèle toujours une vision de société. Que voulons-nous pour demain ? Encourager les naissances ? Soutenir prioritairement les familles précarisées ? Responsabiliser les familles sur leurs choix quand elles veulent avoir plus de 3 enfants ? Chaque parti a évidemment sa réponse et son point de vue sur ces options. Merci à Maxime Fontaine, chercheur en finances publiques à l'ULB, pour avoir fait le tour de cette question complexe avec nous. À la réalisation de cette émission, Antoine Duhartz, à la préparation, Sarah Pousset et Marie Van Cutsem. Et si, comme nous, vous avez appris plein de choses avec cet épisode, partagez-le, laissez-nous un petit commentaire et à très vite pour un nouvel épisode des Clés.